Que feriez-vous si vous perdiez tout, à l'exception de vos enfants, votre foyer, votre sécurité, votre statut, tout ce que vous avez mis des années à bâtir, arraché en une seule nuit. Et la seule chose qu'il vous reste à vos côtés, ce sont 5 jeunes visages qui n'ont aucune idée de ce qui vient de se passer. Ils savent juste que leur père est encore là. Dans la nature, la plupart des pères ne sont pas confrontés à ce dilemme, car la plupart d'entre eux ne restent pas. Lorsqu'un lion mâle perd son territoire, il s'en va, seul. Il n'emmène pas ses lionceaux. Il ne les protège pas. Il ne sacrifie pas ses dernières réserves d'énergie pour les maintenir en vie. Il disparaît dans la savane et laisse la nature décider de leur sort. C'est la règle. Cela a toujours été la règle. Un père a choisi de défier cette loi. Il a été chassé de son clan sans rien. Aucun territoire, aucune femelle, aucune nourriture, aucun avenir. Seulement 5 fils adolescents, trop jeunes pour chasser et trop vieux pour survivre sans protecteur. N'importe quel chercheur étudiant les lions aurait prédit la même issue. Le père meurt de faim, en essayant de nourrir 6 bouches. Les fils se dispersent. Aucun d'entre eux ne survit seul au-delà de sa 2e année. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est déroulé au cours des 3 années suivantes a transformé une famille brisée en la plus puissante dynastie que le Masai Mara ait jamais connue. Un père qui a choisi ses enfants plutôt que sa propre survie. 5 fils qui ont grandi en exil et sont revenus pour reconquérir plus de 1000 km². Une lignée qui règne encore sur le Mara aujourd'hui, 3 générations plus tard. S'il avait abandonné cette nuit-là, rien de ce qui suit n'existerait. 5 lions mâles adultes marchent côte à côte dans les plaines dorées du Masai Mara à l'aube. Leurs crinières sont épaisses, leurs épaules sont sculptées par les muscles. À 5 km à la ronde, chaque clan a rassemblé ses lionceaux. Chaque mâle rival a préféré rebrousser chemin. Ils avancent comme des rois, car c'est exactement ce qu'ils sont. Ensemble, ils contrôlent un territoire plus vaste que n'importe quelle autre coalition dans l'histoire de cette réserve. Pourtant, 3 ans plus tôt, ce n'étaient que des lionceaux affamés, suivant un père qui n'avait plus rien à leur offrir, si ce n'est sa présence. Comment un père démuni bâtit-il un royaume? Tout commence par une décision. Un jeune lion mâle fait son apparition dans le Masai Mara, arborant une crinière si sombre qu'elle paraît noire contre le ciel matinal. Il est svelte, affamé et seul, à l'exception d'un compagnon, un mâle plus jeune que les guides appelleront Light Male, le mâle clair. 2 nomades sans territoire, sans femelle, sans le moindre arbre marqué de leur odeur. Les gardes forestiers le remarquent à cause de 2 profondes entailles marquant ses oreilles. Cicatrice d'un combat ou malformation de naissance, nul ne le sait. Il le nomme Notch, l'entaille. Ce n'est pas un nom qui sonne comme celui d'un roi, mais c'est le nom dont le Mara se souviendra plus longtemps que n'importe quel autre. Notch et Lightmail errent dans la réserve pendant des mois. Ils survivent avec des restes. Ils évitent toutes les coalitions établies. Ils dorment à découvert, car chaque coin d'ombre appartient à plus fort qu'eux. 2 mâles démunis, apprenant la géographie d'un paysage qui n'a pas de place pour eux. La plupart des nomades dans leur position meurent en moins de 2 ans. Le Mara ne récompense pas la patience. Il récompense la puissance. Et 2 mâles chétifs n'ont ni l'une ni l'autre. Mais Notch observe. Il étudie les territoires. Il mémorise quel clan possède des mâles affaiblis. Il écoute le rythme des rugissements la nuit et calcule où se trouvent les failles. Il n'erre pas sans but. Il cartographie une invasion que personne ne voit venir. L'opportunité se présente lorsque le Marsh Pride, le clan du Marais, l'un des clans les plus célèbres d'Afrique, montre des signes d'instabilité. Les mâles dominants vieillissent. Leurs rugissements retentissent plus tard, chaque soir. Leur marquage olfactif s'estompe sur les arbres frontaliers. Notch détecte ce que l'évolution a appris à chaque nomade du Mara à détecter, la faiblesse. Il n'hésite pas. Notch et Lightmail défient les mâles du Marsh Pride avec une férocité qui surprend tous les guides qui y assistent. 2 nomades sveltes contre des résidents bien établis. Le combat est d'une violence fulgurante. Quand il s'achève, Notch et Lightmail se tiennent au centre du territoire du clan. Les vieux mâles ont disparu. Les femelles évaluent les nouveaux arrivants avec ce calcul pragmatique que les lionnes ont perfectionné au fil des millénaires. Ces mâles sont assez forts. Ils feront l'affaire. Notch a un foyer. Il a des femelles. Il a un territoire. Il s'accouple avec les lionnes du Marsh Pride.
Et en quelques mois, des lionceaux naissent. 5 mâles, 5 fils porteurs des gènes de sa crinière noire et de ses oreilles entaillées. Il a bâti à partir de rien exactement ce pourquoi chaque lion mâle est conçu. Un royaume avec un héritier. La plupart des histoires s'arrêteraient là. Un nomade devient roi. Fin. Mais le Mara n'écrit pas d'histoires avec des fins heureuses. Il écrit des histoires faites de cycles. Et le même cycle qui a placé Notch sur son trône préparait déjà le prochain groupe de jeunes mâles qui allèrent le lui reprendre. Il ne le savait tout simplement pas encore. Ce que Notch a fait quand ce moment est arrivé est la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo. Car chaque lion qui perd son clan s'enfuit seul. Absolument tous, sauf lui. C'est arrivé sans aucun avertissement. Une coalition de mâles plus jeunes, plus forts et plus affamés que Notch a envahi le territoire du Marsh Pride, avec la même stratégie qu'il avait utilisée des années auparavant. Ils étaient plus rapides, ils étaient plus frais, et ils possédaient l'unique avantage que le temps offre toujours à la jeunesse. Ils n'avaient pas encore été usés par des années de patrouilles nocturnes, de conflits frontaliers et par la lente érosion que le pouvoir inflige à tous ceux qui le portent. Notch s'est battu. Lightmail s'est battu à ses côtés. Mais 2 mâles vieillissants contre une coalition dans la fleur de l'âge, ce n'est pas un combat. C'est un compte à rebours. L'issue était scellée avant même le premier rugissement. Les nouveaux mâles les ont chassés du territoire que Notch avait conquis à partir de rien et transformés en foyer. Les femelles du clan ont observé la passation de pouvoir, avec le même silence pragmatique dont elles avaient fait preuve à l'arrivée de Notch, des années plus tôt. De nouveaux mâles signifient une nouvelle protection. Les femelles se sont adaptées. Elles s'adaptent toujours. Resteriez-vous avec votre famille si cela signifiait que vous pourriez tous mourir de faim? La plupart des lions mâles ne sont jamais confrontés à ce dilemme, car la plupart d'entre eux abandonnent leurs lionceaux sans y réfléchir à 2 fois. Les nouveaux mâles dominants tueront les lionceaux de toute façon. C'est la réalité biologique. Rester, c'est regarder sa progéniture mourir. Partir, c'est au moins sauver sa propre peau. Notch aurait dû fuir. Chaque instinct inscrit dans 2 millions d'années d'évolution du lion lui disait de fuir. Seul, vite, loin. Trouver un nouveau territoire ailleurs, recommencer avec de nouvelles femelles. Oublier les 5 jeunes mâles qui portèrent ces gènes, mais ne pouvaient pas encore subvenir à leurs propres besoins. C'est ce que font les lions mâles. C'est ce que tous les lions mâles avant lui avaient fait. Il n'a pas fui seul. Notch a regardé ses 5 fils. Notch II, l'aîné, montrant déjà l'intelligence qui le définirait plus tard. César, le plus imposant, avec une carrure qui promettait une puissance redoutable. Ron, calme et imperturbable. Grimace, plus petit mais implacable. Mighty, le puissant. Le cadet, encore plus lionceau que lion. 5 adolescents trop vieux pour être adoptés par les nouveaux mâles, et trop jeunes pour survivre seuls. Si Notch les abandonnait, ils seraient tués en quelques jours, ou mourraient de faim en quelques semaines. Il a fait un choix qu'aucun lion mâle documenté n'avait fait avant lui. Il est resté avec ses fils, pas sur le territoire, qui n'était plus le sien, pas près du clan, qui avait déjà accepté de nouveaux souverains. Il s'est enfoncé dans la savane avec 5 jeunes mâles sur ses talons. Un roi déchu menant 5 princes en exil, avec pour seules armes son expérience et sa volonté de mourir pour eux. Les guides du Masai Mara les ont regardés partir aux jumelles. Un grand mâle à la crinière noire marchant vers l'est, dans les plaines ouvertes. Derrière lui, 5 silhouettes plus petites le suivant en file indienne dispersée. Aucun territoire devant eux, aucun clan pour les attendre, aucune nourriture garantie pour la nuit. Juste un père et 5 fils marchant vers l'inconnu, car l'alternative aurait été de se séparer. Tous les chercheurs qui en ont entendu parler ont prédit la même issue. 6 mâles sans territoire ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Le père s'affaiblira en essayant de chasser pour eux tous. Les plus jeunes se disperseront quand la faim deviendra insupportable. En l'espace de quelques mois, la coalition se dissoudra. D'ici 1 an, la plupart d'entre eux seront morts. 5 lionceaux affamés et un père qui n'avait rien. Mais ce rien était sur le point de changer. Abonnez-vous si vous voulez voir ce que ce père a bâti à partir de 0, car la suite réécrit tout ce que vous pensiez savoir sur ce dont un lion est capable. Avez-vous déjà eu faim pour que quelqu'un que vous aimez puisse manger? Pas sauter un repas par choix. Avoir véritablement faim. Sentir votre corps commencer à se consumer de l'intérieur parce qu'il n'y avait pas assez de nourriture,
et que le peu que vous trouviez allait à quelqu'un de plus petit que vous. C'est à cela qu'ont ressemblé les premiers mois d'exil pour Notch. 6 lions sans territoire n'ont aucune priorité sur aucune proie. Ils ne peuvent pas revendiquer de point d'eau. Ils ne peuvent pas se reposer dans l'ombre qui appartient à un autre clan. Ils se déplacent dans les espaces vides entre les royaumes, mangeant ce que le Mara laisse derrière lui. De vieilles carcasses dépouillées par les hyènes, des restes abandonnés par les vautours. Le genre de nourriture qui maintient un nomade solitaire en vie, mais qui ne peut subvenir aux besoins de 6 corps en pleine croissance. Notch chassait seul. Ses 5 fils étaient trop jeunes et trop inexpérimentés pour y contribuer. Une chasse au lion coordonnée exige un apprentissage qui ne s'acquiert qu'après des années de pratique au sein d'un clan. Les jeunes avaient été expulsés avant que cette éducation ne soit achevée. Ils savaient poursuivre. Ils ne savaient pas tuer. Alors, le père faisait ce que ses fils ne pouvaient pas faire. Chaque nuit, seul. Pendant que 5 jeunes mâles attendaient dans l'obscurité qu'ils reviennent avec quelque chose. La plupart des nuits, ils revenaient bredouilles. Un mâle solitaire chassant sans l'avantage d'un groupe abat une proie environ 1 fois sur 5 tentatives. Les mathématiques de la survie étaient brutales. 6 bouches, un chasseur, un taux de réussite de 20%. Les calories qu'il brûlait en chassant dépassaient celles qu'il consommait les nuits où il échouait. Son corps a commencé à emporter les stigmates. Ses côtes saillaient sous son pelage. Sa crinière s'est clairsemée sur les bords. Ses mouvements ont ralenti. Les 5 fils regardèrent leur père se détériorer. Notch II, l'aîné, a commencé à tenter de chasser par lui-même. Il a échoué à maintes reprises. César a utilisé sa taille pour intimider les chacals et les éloigner des restes. Ron montait la garde pendant que ses frères mangeaient. Chaque fils a trouvé un moyen d'apporter sa pierre à l'édifice, même si aucun d'entre eux ne pouvait fournir ce dont ils avaient le plus besoin. Une proie abattue. Les semaines sont devenues des mois. La coalition errait dans l'est du Mara comme des fantômes. Les gardes forestiers qui les apercevaient décrivaient un groupe qui ne ressemblait en rien à une future dynastie. Ils ressemblaient à ce qu'ils étaient, une famille affamée, maintenue unie par un père trop têtu pour abandonner. Les guides qui avaient vu Notch s'emparer du Marsh Pride avec une assurance explosive le regardèrent maintenant boiter à travers les plaines avec 5 ombres derrière lui, se demandant combien de temps il pourrait encore tenir. D'autres mâles en exil durant cette période mouraient. Les nomades sans coalition étaient tués par des mâles établis ou mourèrent de faim à découvert. Le Mara traversait l'une de ces périodes cycliques de forte compétition où seules les coalitions les plus fortes survivaient. Un mâle vieillissant et solitaire flanqué de 5 fils inexpérimentés n'était pas ce que la nature considérait comme fort. Elle les considérait comme éphémères. Mais Notch a refusé de devenir une statistique. Les nuits où il rentrait bredouille, il ne dormait pas. Il se déplaçait vers une autre zone et réessayait. Les matins où ses fils étaient trop faibles pour marcher longtemps, il restait près d'eux et attendait. Il a ajusté sa technique de chasse pour cibler des proies plus petites, nécessitant moins d'énergie pour être abattu. Il ne se contentait pas de survivre. Il s'adaptait, changeant sa stratégie de semaine en semaine pour répondre aux besoins de 6 corps qui dépérissaient. Puis un soir, alors que le soleil descendait sous l'horizon du Mara et peignait la savane en or et en rouge, Notch a débusqué un jeune gnou d'un fourré. Il était trop lent pour l'attraper seul. Mais Notch II observait à 30 mètres sur la droite. Le fils aîné a agi sans réfléchir. Il a coupé la voie de fuite du gnou. César a surgi par la gauche. L'animal a trébuché. Notch l'a mis à terre. La première proie qu'ils ont tuée ensemble a tout changé. Ce gnou n'était pas seulement de la nourriture, c'était un plan de bataille. Pour la première fois, les 5 fils ont compris ce pourquoi leurs corps étaient conçus lorsqu'ils se déplacèrent de concert. Notch II pouvait couper les voies de fuite. César pouvait ancrer la proie de tout son poids. Ron pouvait tenir un flanc. Les pièces, éparpillées au fil de mois de tentatives solitaires infructueuses, se sont soudainement emboîtées autour d'une seule mise à mort. Notch a fait ce qu'aucun chercheur n'avait encore documenté chez un lion mâle. Il s'est mis à enseigner, pas comme le font les humains, avec des mots et des instructions, à la manière dont seul un père ayant chassé pendant toute sa vie peut le faire, par le positionnement. Il rabattait la proie dans une direction précise et attendait de voir quel fils se plaçait dans le bon angle. S'il visait au juste, la chasse réussissait. S'il se trompait, la proie s'échappait. Et la fin servait de leçon. Quand avez-vous réalisé pour la première fois que vos enfants étaient plus forts que vous ne le pensiez? Pour Notch,
Cela s'est fait progressivement. Les assauts de César devenaient plus précis chaque semaine. La puissance brute, autrefois maladroite chez le lionceau, se transformait en une dévastation contrôlée chez le jeune adulte. Notch 2 a développé une capacité à lire les mouvements des troupeaux qui surpassait même l'instinct de son père. Il pouvait prédire quel animal se détacherait du groupe avant même que la poursuite ne commence. Ron s'est imposé comme le pilier silencieux. Il ne lançait jamais l'assaut. Il ne poursuivait jamais la proie la plus rapide. Mais il était toujours exactement là où il fallait pour refermer le piège. Grimace compensait son petit gabarit par une persévérance implacable. Il traquait ses proies sur des distances que ses frères, plus imposants, abandonnaient. Mighty, le cadet, apprenait encore. Mais son rôle de bloqueur en périphérie devenait suffisamment fiable pour qu'on puisse compter sur lui. Le système de chasse qui s'est forgé durant ces mois d'exil allait devenir la mécanique la plus redoutable du Masai Mara. 5 frères et leur père, chacun jouant un rôle correspondant à son propre physique et tempérament. Aucun mouvement superflu, aucun effort inutile. 6 lions fonctionnant comme une seule machine prédatrice. Ils sont passés du gnou au zèbre, du zèbre au petit du buffle, du petit du buffle au buffle adulte. Chaque palier mettait le système à l'épreuve, et chaque succès le renforçait. Les fils prenaient du poids, leurs crinières s'épaississaient, leur voix devenait plus grave. Les 5 ombres qui avaient suivi un père affamé en exil devenaient quelque chose que le Mara n'avait pas vu depuis des années. Une coalition de 6 mâles dans la force de l'âge, guidée par un père qui connaissait chaque point d'eau, chaque frontière, chaque faille de chaque territoire environnant. Notch regardait ses fils se transformer avec la satisfaction tranquille d'un bâtisseur observant son œuvre prendre forme. Il restait le chef. Il décidait toujours de la direction des patrouilles. Il rugissait toujours le premier à la tombée de la nuit. Mais son corps vieillissait, tandis que les leurs atteignaient leur apogée. L'équilibre des forces au sein de la coalition basculait du père vers les fils semaine après semaine. Il devenait moins indispensable à leur survie, mais de plus en plus crucial à leur stratégie. Les guides qui avaient prédit leur effondrement 6 mois plus tôt commençaient à revoir leur jugement. La famille affamée qu'ils avaient condamnée était désormais une unité de chasse redoutable, abattant ses proies avec une coordination rivalisant avec celle des clans établis. Les 5 fils se déplaçaient à travers le Mara avec cette assurance qui ne vient que lorsqu'on sait que ses frères sont à ses côtés et que son père assure ses arrières. Ils n'étaient plus des exilés, ils n'étaient plus affamés. Ils n'étaient plus 5 lionceaux inexpérimentés suivant un père désespéré. Ils formaient une coalition. Et le Mara allait bientôt découvrir ce qu'une coalition de 6 lions, n'ayant plus rien à perdre et tout à prouver, pouvait faire au royaume qui les avait ignorés pendant des mois. Ils ont attaqué le premier territoire à l'aube. 6 mâles avançant en formation à travers la plaine herbeuse, se dirigeant vers un clan contrôlé par 2 mâles résidents. Os résidents Os ont vu venir et ont eu exactement autant de calculés Os risque. 6 contre 2. Ils ont pris la fuite. Aucun combat, aucun affrontement. Juste 2 mâles, choisissant la survie plutôt que le territoire, disparaissant dans la brousse qu'ils possédèrent jadis. Les femelles de ce clan ont regardé 6 étrangers pénétrer sur leur territoire et commencé à marquer chaque arbre de leur odeur. Le plus grand os jeune mâle, César, a revendiqué la première place pour se nourrir. Notch 2 a inspecté Os limite qu'ont la précision calculée que ce père lui avait enseignée. Ron a pris position sur le flanc nord sans qu'on le lui demande. La prise de pouvoir fut si fluide qu'elle semblait répétée. Elle l'était. Chaque chasse qu'ils avaient pratiquée en exil était une préparation pour ce moment. La coordination qui abattait Os Buffle abattait maintenant des royaumes. Que ressent-on à voir ses enfants triompher grâce à ses propres sacrifices? Notch se tenait à la limite du nouveau territoire, pendant que ses 5 fils faisaient ce qu'Ilos avait entraîné à faire. Il n'a pas mené la charge. Il n'en avait pas besoin. Les fils étaient plus rapides, plus forts et plus agressifs que leur père vieillissant. Son rôle avait glissé de guerrier à architecte. Il avait conçu la machine. Maintenant, il la regardait fonctionner. Ils ne se sont pas arrêtés à un seul clan. En quelques semaines, la coalition s'est dirigée vers l'ouest et a pris un 2e territoire, puis un 3e. Chaque prise de pouvoir suivait le même schéma. 6 mâles arrivent. Les mâles résidents comptent. Les mâles résidents partent. Les mathématiques de la guerre chez Os Lions n'autorisent pas l'héroïsme lorsque l'on est en infériorité numérique de 3 contre 1. Chaque coalition qui détenait 2 ou 3 mâles
abandonnait son territoire quand 6 voix rugissaient à la frontière. À la fin de leur première année en tant que mâles territoriaux, Notch et ses 5 fils contrôlaient mais d'un millier de kilomètres carrés du Masai Mara, de multiples clans, des dizaines de femelles, des terrains de chasse s'étendant des plaines herbeuses jusqu'au point de passage des rivières où os gnous se déversent en masse durant la grande migration. Le père, qui avait été expulsé sans rien, présidait maintenant sur un territoire, mais vaste, que le clan qui l'avait banni. De mémoire d'homme, le Mara n'avait jamais rien vu de tel. 6 mâles fonctionnant comme une seule unité, avec un niveau de coordination qui provenait de quelque chose de plus profond que l'instinct. Cela venait du fait d'avoir grandi ensemble, d'avoir souffert de la faim ensemble, de cette première mise à mort d'un gnou où Notch II avait coupé la voie de fuite, où César était surgi de la gauche et où un père regardait ses fils devenir ce qu'il avait passé des mois à façonner. Les coalitions rivales ont ajusté leurs itinéraires pour éviter cette nouvelle puissance. Les mâles nomades qui entendaient 6 rugissements se chevauchant au crépuscule faisaient demi-tour et partèrent dans la direction opposée. Les guides de chaque lodge camp de la région ont commencé à inclure Notch et ses fils dans leur briefing de safari. Les touristes venus pour la grande migration des gnous restaient pour la coalition qui avait conquis le Mara en quelques mois. Notch marchait parmi ses fils, comme un général parmi ses officiers, plus vieux, plus lent, moins imposant physiquement que César ou Ron, mais incontestablement la fondation sur laquelle tout reposait. Les guides pouvaient le voir à la façon dont ses 5 fils s'effaçaient encore devant lui lors des repas, la façon dont ils attendaient ce rugissement avant d'ajouter leur propre voix, la façon dont César, au mâle au mets puissant de la coalition, s'écartait inda lorsque la vieille crinière noire approchait. Le père qui avait été chassé contrôlait maintenant, mais de terre que au clan qui l'avait expulsé. Mais aux empires bâtis par Osper ne sont pas gouvernés éternellement par Osper. Ces mêmes fils qui devaient tout à Notch devenaient des lions qui n'avaient mais besoin de lui. Et le Mara, qui avait regardé cette famille s'élever à partir de rien, préparait silencieusement au moment qui Os mettrait à l'épreuve, mais durement que l'exil ne l'avait jamais fait. Les caméras sont arrivées avant la célébrité. Une équipe de tournage de Disney documentait le comportement des lions à travers le Masai Mara pour un projet qui allait devenir le long-métrage Félin, African Cats. Ils avaient besoin d'une coalition qui démontrait de la puissance, des liens familiaux et le genre de spectacle visuel qui remplit les écrans de cinéma. Ils ont trouvé Notch et ses 5 fils. Les images qu'ils ont capturées allaient être regardées par des millions de personnes qui n'avaient jamais entendu parler du Masai Mara et qui ne l'oublieraient jamais. La BBC filmait déjà dans la région depuis des années pour sa série Big Cat Diary. Notch est devenu une présence récurrente dans des épisodes qui ont présenté au monde l'intimité du quotidien des prédateurs africains. Sa crinière noire et ses oreilles entaillées le rendaient instantanément reconnaissable à l'écran. Mais c'est la dynamique entre le père et ses fils qui a captivé le public. Un lion mâle qui est resté, un père qui a choisi sa famille. Ce récit a franchi toutes les barrières culturelles et a résonné dans les salons, de Londres à Tokyo. Y a-t-il quelque chose de plus douloureux que de devenir inutile pour ceux que l'on a élevés? Notch vivait ce à quoi tout patriarche vieillissant finit par être confronté. Ses fils étaient dans la fleur de l'âge. César était devenu le plus grand mâle de la région. Sa crinière si épaisse et si sombre que les photographes organisèrent des voyages entiers juste pour avoir la chance de tirer son portrait. Notch II avait hérité de l'intelligence de son père et gérait les frontières territoriales avec une précision qui n'exigeait aucune directive. Ron patrouillait les territoires du Nord avec une constance discrète qui ne faisait jamais la une, mais ne laissait jamais une frontière sans surveillance. Grimace s'était forgé une réputation parmi les guides comme étant le chasseur le plus persévérant de la coalition. Il poursuivait ses proies bien après que ses frères aient abandonné. Mighty, le puissant, le cadet, portait enfin bien son nom. Sa carrure s'était étoffée et sa confiance avait grandi pour égaler celle de ses frères. Le plus souvent, la coalition opérait sans l'implication directe de Notch. Les 5 fils se relayaient pour les patrouilles. Ils coordonnaient les chasses en utilisant le système que leur père avait conçu, mais qu'ils n'avaient plus besoin de diriger. Ils rugissaient au crépuscule de 5 voix superposées qui faisaient vibrer le sol. Notch ajoutait sa voix d'où qu'il se trouve pour se reposer. Une 6e voix, plus grave, plus vieille, toujours reconnaissable.
mais qui n'était plus indispensable à ce mur sonore. Il passait plus de temps à dormir. Il se reposait à l'ombre pendant que ses fils patrouillaient sous la chaleur. Il mangeait après qu'ils aient mangé. Il parcourait des distances plus courtes chaque jour. Les guides qu'il avait vus s'emparer du Marsh Pride avec une force explosive des années auparavant observaient maintenant un lion différent. Pas plus faible, exactement, mais ayant achevé l'œuvre qu'il avait définie. L'édifice était terminé. L'architecte n'avait plus de mur à monter. Les touristes demandaient toujours à voir Notch en particulier. Son nom suscitait plus de reconnaissance que n'importe lequel de ses fils, malgré leur supériorité physique. Les guides le trouvaient, se reposant seul sous un acacia, sa crinière noire étalée sur l'herbe, ses oreilles entaillées, visibles à 50 mètres. Les appareils photo cliquetaient, les touristes chuchotaient, et Notch ouvrait un œil, jaugeait le véhicule et le refermait. Il avait mérité chaque seconde de ce repos. La dynastie qu'il avait bâtie engendrait la génération suivante. Ses fils s'accouplaient avec des femelles de multiples clans. Des lionceaux porteurs des gènes de Notch naissaient à travers tout le territoire. Sa lignée se répandait dans le Marat d'une manière qu'un mâle solitaire sans fils n'aurait jamais pu accomplir. La décision qu'il avait prise la nuit de son expulsion se multipliait à travers chaque lionceau porteur du gène de sa crinière noire. Mais le roi qui avait bâti cette dynastie vieillissait, et ses fils commençaient à s'agiter. Ce même territoire qui semblait infini lorsque 6 mâles le contrôlaient commençait à paraître étroit, alors que 5 fils surpuissants se disputaient les mêmes femelles et les mêmes proies. Les fissures qui finiraient par les séparer se formaient dans les moments de silence entre les rugissements. La séparation ne s'est pas produite en un seul instant dramatique. Elle s'est déroulée comme la plupart des fins, lentement, silencieusement, une absence à la fois. Notch a cessé de se joindre aux patrouilles du soir. Ses fils ont cessé de l'attendre avant de commencer leur ronde. La formation, qui était autrefois de 6 lions marchant en file indienne, est devenue 5 lions marchant en ligne avec un vide à l'arrière, là où se trouvait le 6e. Comment dire adieu à quelqu'un qui vous a tout donné? Le Marat n'autorise pas les adieux. Il n'y a pas de conversation finale, pas de dernière étreinte. Il n'y a que la distance grandissante entre un père qui ne peut plus suivre le rythme et des fils qui ne peuvent pas ralentir sans risquer l'empire qu'il a bâti pour eux. Notch s'est laissé distancer, et ses fils ont continué à marcher. Il a commencé à passer ses journées seul dans les confins orientaux du territoire, des zones éloignées du cœur, là où les femelles du clan se reposaient et où les meilleures proies étaient abattues. Il se reposait à l'ombre d'arbres dont aucun autre lion ne voulait, car ils étaient trop éloignés de l'eau et trop proches de la frontière, où les nomades tentèrent leur chance. Le roi se retirait aux confins de son propre royaume. Les guides le traquaient séparément de ses fils. Là où autrefois, un seul signalement couvrait toute la coalition, il y avait désormais 2 récits qui se déroulaient simultanément. Les 5 fils dominant le centre du territoire. Et Notch, seul, errant à la périphérie comme un souvenir que le paysage n'avait pas encore décidé d'oublier. Son corps racontait l'histoire que son clan taisait. Sa crinière, autrefois la plus sombre du Marat, avait grisonné sur les bords. Ses épaules, autrefois assez larges pour bloquer la charge d'un buffle, s'étaient rétrécies avec la perte musculaire que l'âge impose à tout prédateur. Ses yeux portaient toujours l'intelligence qui avait orchestré une invasion à partir de rien et transformé 5 fils en la plus puissante coalition de la réserve. Mais le corps autour de ses yeux capitulait. Il rugissait encore. C'était le détail qui brisait le cœur des guides qui le connaissaient le mieux. Chaque soir, depuis n'importe quel coin reculé du territoire où il s'était égaré, un unique et profond rugissement s'élevait dans le ciel du Marat. Ses fils répondaient depuis le centre. 5 voix superposées. La sienne, solitaire. L'appel et la réponse d'une famille toujours reliée par le son, même si la distance se creusait entre eux. Une vieille voix qui demande. 5 jeunes voix qui confirment. Nous sommes toujours là. Tu es toujours des nôtres. La dernière observation confirmée de Notch s'est faite sans cérémonie. Un guide l'a trouvé se reposant sous un arbre dans les plaines de l'Est, par un matin qui ne différait en rien des autres. Sa respiration était lente. Ses yeux étaient ouverts, mais fixés sur quelque chose au-delà du véhicule et au-delà de l'horizon. Le guide l'a pris en photo. Notch a regardé l'appareil photo comme il en avait regardé des milliers d'autres au fil des ans. Avec patience, avec indifférence, avec l'autorité tranquille d'un lion qui avait survécu à toutes les attentes placées en lui. Après ce matin-là, il n'a plus jamais été revu.
Les gardes forestiers ont fouillé les zones qu'ils fréquentaient. Ils ont trouvé des empreintes qui s'effaçaient dans la vaste plaine. Ils ont trouvé un lieu de repos sous son arbre habituel, avec un creux dans l'herbe, là où un grand corps s'était couché. Ils ne l'ont pas trouvé. Le Mara l'avait repris de la même manière qu'il l'avait présenté, sans explication, sans dépouille, sans un dernier chapitre que quiconque puisse lire. Personne n'a retrouvé son corps. Le père qui avait refusé d'abandonner 5 fils affamés s'était enfoncé seul dans le paysage et avait disparu. Mais son sang était partout, dans la carrure massive de César, dans les yeux calculateurs de Notch 2, dans les patrouilles silencieuses de Ron, dans les chasses implacables de Grimace, dans l'assurance grandissante de Mighty. Le vieux roi était parti. La dynastie qu'il avait bâtie ne faisait que commencer. Que construiraient vos enfants si vous leur donniez tout ce que vous aviez? Notch a légué à ses fils sa force, son intelligence, sa technique de chasse et sa volonté de tout sacrifier pour sa famille. Ce qu'ils ont bâti avec ces dons a redessiné le Masai Mara pour toute une génération. En gagnant en maturité, les 5 fils se sont scindés en plus petites coalitions. Notch 2 et César ont conservé le cœur du territoire autour de la zone du Marsh Pride. Ron et Grimace sont poussés vers le nord, dans les réserves privées. Mighty naviguait entre les deux groupes, maintenant le lien entre des frères qui devenaient peu à peu des souverains indépendants. L'unique coalition s'est fragmentée, mais chaque fragment portait en lui les mêmes gènes, le même entraînement et le même instinct que leur père avait gravé en eux durant ces mois de famine en exil. Ils ont engendré des dizaines de lionceaux à travers de multiples clans. Le gène de la crinière noire s'est répandu dans le Mara comme une signature tracée dans la fourrure. Les guides ont commencé à reconnaître les petits-enfants de Notch à la noirceur de leur crinière et à la forme entaillée de leurs oreilles. Les gènes qui avaient pénétré dans le Mara en 2003, portés par un seul nomade affamé, étaient désormais ancrés dans la population reproductrice de toute la réserve. Puis vint la génération qui allait cimenter la légende à tout jamais. 4 des petits-fils de Notch ont grandi ensemble dans le même clan. Ils ont formé une coalition en tant que jeunes mâles et ont entamé leur propre conquête du Mara. Les guides les ont baptisés les 4 mousquetaires. Scarface, le balafré, Morani, Sikio, Hunter, le chasseur. 4 noms qui allèrent devenir aussi célèbres que celui de leur grand-père. 4 lions qui portèrent le sang de Notch et prouvaient que cette dynastie n'était pas l'affaire d'une seule génération. C'était un modèle, une tradition familiale de pouvoir, bâtie sur la fraternité. Scarface tenait son nom d'une blessure profonde, au-dessus de son œil droit, qui ne s'est jamais totalement refermé. Cette cicatrice a fait de lui le lion le plus photographié d'Afrique pendant plus d'une décennie. Des touristes affluaient de tous les continents pour contempler ce visage qui portait les gènes de son grand-père et son refus obstiné de capituler. Scarface a régné sur son territoire du Mara pendant 13 ans. Il était mort de cause naturelle en juin 2021, à l'âge de 14 ans. Les guides qui l'avaient connu depuis qu'il n'était qu'un lionceau ont planté un arbre en sa mémoire. Un sculpteur a réalisé un portrait en acier qui accueille encore aujourd'hui les visiteurs à Ngama Mara. Morani a survécu à ses frères et a patrouillé seul pendant des années après la mort de Scarface. Sikio est tombé lors d'une bataille territoriale. Hunter a disparu comme le font tant de lions, englouti par la brousse sans la moindre explication. 4 mousquetaires réduits à 1, puis à 0. Le même cycle qui fauche inévitablement chaque coalition a fini par emporter les petits-enfants du lion qui avaient tenté de briser ce cycle en gardant sa famille unie. Mais la lignée ne s'est pas éteinte avec les mousquetaires. Leurs lionceaux ont grandi pour devenir la prochaine génération de mâles du Mara. César II porte le nom et la carrure de son grand-oncle. Ron II patrouille aux frontières avec la même constance silencieuse que son homonyme. La lignée génétique qui a commencé avec un seul père chassé coule désormais dans les veines de dizaines de lions dispersés sur un millier de kilomètres carrés de savane est-africaine. 3 générations, une seule lignée, une dynastie qui a commencé avec un père ayant fait un choix qu'aucun lion mâle n'avait fait avant lui. Il n'a pas fui seul, il est resté, il a enduré la faim, il a enseigné, il a regardé ses fils devenir des rois, et puis il s'est enfoncé dans la plaine herbeuse et a laissé le Mara le ramener chez lui. Si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. Partagez-la avec quelqu'un qui sait ce que signifie tout donner pour ceux qu'on aime. Et dites-moi dans les commentaires, quel est le plus grand héritage, le territoire qu'un père conquiert, ou les enfants qu'il élève pour le conquérir par eux-mêmes? Si vous voulez voir la coalition qui a détruit les légendaires frères Mapogo,
La vidéo sur Mr. T est juste ici. La lignée ne meurt jamais. Elle ne fait que changer de forme.